C'est avec le même plaisir de vous informer que je vous retrouve à ce rendez-vous. Madame, Monsieur, tout de suite, le sommaire. Démarrage du jeûne musulman ce jeudi 17 mai 2018, une période au cours de laquelle tout bon musulman s'adonne à la purification de l'esprit et du cœur, mais aussi du corps. Nous en parlerons dans ce journal. Casimir Sossou, maire de la commune d'Aplahoué, a été révoqué de ses fonctions. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai. D'autres dossiers importants sont aussi à retenir. Nous y reviendrons dans cette édition. Les Burundais sont aux unes depuis ce jeudi matin pour se prononcer par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce sera tout pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Jeudi 17 mai 2018, le jeûne musulman a démarré pour prendre fin le 15 juin. Ceci fait suite à l'observation du premier croissant visible après la nouvelle lune. Notons que le jeûne du Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Ce mois de Ramadan est ainsi le mois saint par excellence pour les musulmans qui doivent observer certaines restrictions qui favoriseront la purification de l'esprit et du cœur, mais aussi du corps. Bon carême donc à tous et à tous musulmans du Bénin et du monde entier. Compte rendu de l'audit technique financier et juridique du chantier de l'Assemblée nationale, révocation du maire d'Aplahoué. D'importants dossiers ont été abordés au cours du Conseil des ministres de ce 16 mai. Je vous propose un extrait du compte-rendu du ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, au micro de Freddy Loris Davo. Plusieurs dossiers ont été approuvés au titre des mesures normatives. D'abord, les modalités d'application en République du Bénin des règlements relatifs à la gestion des intrants agricoles dans l'espace CEDEAO-UEMOA. Les règlements de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la gestion des intrants agricoles définissent un cadre juridique harmonisé que chaque État membre doit transposer dans son arsenal juridique par des tests d'application en fonction de son cadre institutionnel et de ses spécificités. C'est pourquoi le Conseil a adopté les décrets, premièrement, fixant les modalités de gestion et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Deuxièmement, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national d'agrément et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Troisièmement, portant application des règlements communautaires sur l'homologation des pesticides en République du Bénin. Quatrièmement, portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de gestion des pesticides. Ensuite, l'abrogation du décret numéro 2016-052 du 10 mars 2016 portant autorisation d'occupation d'une portion du domaine public pour l'expansion des activités de la société Les Bayoles. Le 10 mars 2016, le gouvernement avait pris le décret 2016-052 autorisant la société Les Bayoles à occuper à titre onéreux une portion du domaine public d'environ 7100 m² situé entre l'échangeur de Godomé et la route Godomé-Calavi. En effet, le domaine public ne peut faire l'objet de bail amphithéotique dont la caractéristique fondamentale est de conférer au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Or, l'hypothèque constitue une garantie pour les créanciers du preneur. Ainsi, l'immeuble en cause peut être sujet à une saisie. En outre, l'autorisation d'occupation délivrée à la société l'a été sans l'accomplissement
de la formalité substantielle de l'enquête de Commodo et Incommodo prescrite par l'article 283 alinéa 1er du Code foncier et domanial. Ensuite encore, la révocation de M. Casimir Sossou des fonctions de maire de la commune d'Aplaoué, à la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplaoué de faits de mauvaise gestion et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés. Le président Patrice Talon est en visite à Rome où il est arrivé en fin de journée de ce mercredi 16 mai, accompagné de son épouse à l'aéroport militaire Ciampino de Rome en Italie. Et signalons que le président Talon est à la tête d'une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et du ministre de l'économie et des finances Romuald Wardani. Durant son séjour, Patrice Talon rencontrera ce vendredi le pape François au Vatican, mais aussi son homologue italien, le président Sergio Mattarella, au palais du Quirinal de Rome. Il se rendra ensuite en Suisse. Précisons qu'avant son départ pour sa tournée européenne, le président de la République a reçu le nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Brian Udaigwe. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à la sortie de cette audience. Vous savez que le chef de l'État ira au Vatican, sera reçu par le Saint-Père. Alors, je l'ai rencontré pour voir un peu comment cette visite, comme représentant du Saint-Père du Vatican, c'est un endroit que je connais bien. Nous avons touché d'autres sujets qui concernent le pays, la collaboration de l'État, l'Église catholique pour le bien du peuple, les travaux qu'on voit partout. Quand je voyage, j'ai parlé de ça, j'ai apprécié le programme d'action de gouvernement, que comme n'importe quelle bonne chose, il y a des défis, il y a des difficultés. J'ai profité pour assurer le chef de l'État qu'on l'accompagne d'abord avec la prière, mais aussi avec le bon témoignage des bonnes choses qu'on voit. Oui, c'est pas que Bénin est devenu saint, mais il y a de bonnes choses qu'il ne faut pas ignorer. Oui, comme partout au monde, il y a aussi des efforts à faire pour améliorer certaines choses. Ça existe partout, plus ou moins. Pour dire que le chef de l'État a accordé cette audience à Monseigneur le nonce apostolique à la veille de sa rencontre avec le Saint-Père. Ils ont passé en revue notre coopération avec le Saint-Siège, mais aussi le travail que l'Église fait au Bénin. Et je crois que les deux personnalités se sont très très bien entendues. Et je pense aussi que le président a dit avec le nonce des choses qui sont essentielles à l'avenir et au rôle que nos concitoyens qu'on fait cette fois peuvent jouer dans le développement du pays. L'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population livre ses résultats, ceci dans un rapport transmis à la Commission nationale de supervision ce mercredi par le comité technique de pilotage. À en croire ce rapport, l'opération est un succès sur un objectif de 10 8 749 personnes et 10 354 466 ont été enrôlés. Un taux de recensement de 103,45%. Donc, toutefois, on note 20 402 enregistrements invalidés, 2254 enregistrements en supervision et 2 277 795 personnes sans acte de naissance enrôlées, sur témoignage des élus locaux. Plus de précisions dans ce extrait. Au niveau national,
nous avons un taux d'enregistrement de 10 354 446 personnes sur une cible de départ de 10 8 749. Cette cible est basée sur les données du recensement général de la population 4 fournies par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Ce qui fait un taux national de 103,45%, ce qui révèle une excellente performance. Les années à venir, le peuple béninois se rendra certainement compte de l'œuvre du RAVIP. Dans toutes ses utilités et ses aptitudes, pour le moment, il convient de retenir qu'avec une base de données biométrique, point de départ de la mise en place d'un registre national de population, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, met dans le patrimoine de notre cher pays une mine d'informations dont les diverses applications conduiront le pays sur le sentier du développement. Ce qui reste à faire et qui nous plaît de porter à votre attention, Monsieur le Président de la Commission, c'est l'élaboration et l'opérationnalisation du registre national de population, la réalisation des registres communaux. Mais avant cela, il est urgent de trouver une réponse à la situation de 2 277 795 000 personnes qui n'ont pas date de naissance et qui se sont fait enrôler sur la base de témoignages fiables. Régis, dans ce journal, en prélude au démarrage des travaux de construction de la digue d'Avlekété, dans le cadre de la protection civile, le ministre du cadre de vie et du développement durable a effectué ce mardi 15 mai une descente au port autonome de Cotonou pour visiter le navire d'enrochement, le GMB Artemis, qui a accosté le jeudi 10 mai 2018. Carnot François Ngbelento et Romaric de Vauchy pour le reportage. Si les travaux du projet de protection de la côte à l'est du chenal de Cotonou démarrés en juillet 2017 s'exécutent suivant les prévisions, c'est le tour du segment récréo-touristique du centre d'abriter, le second projet prioritaire du PAG dans le domaine de la protection côtière. Il s'agit du projet de protection et de valorisation du segment de côte à Avlekété et Djegbadji dans la commune de Ouida. Pour s'assurer alors de la mise en œuvre du dit projet, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site qui abrite l'exécution du projet. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le ministre des différents chantiers contenus dans le portefeuille de son département ministériel. Une fois sur le site, l'autorité ministérielle AU3 a non seulement une explication approfondie sur le niveau actuelle d'exécution des travaux et de ce qui reste à faire, mais aussi à une visite guidée du navire d'enrochement, le GMB Artemis, qui a accosté ce jeudi 10 mai 2018 à 5 heures du matin, transportant environ 35 000 tonnes de pierres de calibre 1 à 3 tonnes. José Didier Tonato est revenu à la fin de la visite sur les raisons fondamentales de cette dernière. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekété. Le site d'Avlekété, c'est un peu avant Ouida, en partant d'ici, où nous avons identifié également un périmètre attaqué par l'érosion côtière, mais dans le cadre du développement du programme touristique, il a été décidé de mettre sur Avlekété une plage balnéaire d'une longueur de 4 km qui va permettre le développement d'infrastructures hôtelières et d'activités de développement touristique. Et pour construire cette digue-là de 4 km immergée sur la plage d'Avlekété, nous avons contracté avec l'entreprise Yann Denoul pour mettre en place cette digue qui va consommer 1 200 000
tonnes de blocs de granit. Très anxieux par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois, le ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des entreprises. Appel aux opérateurs privés de tous les secteurs, en particulier les amis de l'ANECA qui sont sur le secteur de l'entreprise, à se préparer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu leur président pour leur dire « Préparez-vous ». Préparez-vous parce que nous aurons besoin, même la main-d'œuvre sous-traitant, vous ne serez pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande qui vient. Ouverture de carrière, je le dis, entreprise, main-d'œuvre, intervention, le besoin sera grand à partir de mi-2018 jusqu'à la fin du mandat. Rappelons que les travaux ont été confiés à l'entreprise Yaln de Lune pour une durée de 36 mois. La mobilisation générale du chantier et les travaux préparatoires et l'installation ont démarré depuis fin février 2018 et se poursuivent. Notons également que l'approvisionnement en enrochement, principal intrant dans la structure des ouvrages, a également démarré et évolue au rythme prévisionnel. La communauté internationale a célébré ce 16 mai la journée du vivre ensemble en paix, une journée instaurée pour mobiliser les effets de l'ONU en faveur de la paix, la tolérance et autres facteurs qui solidifient les rapports humains. Et quelles sont les difficultés liées au vivre ensemble dans les entreprises au Bénin? Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la question. Reportage. L'Organisation des Nations Unies, dans sa démarche de préserver la paix dans le monde, a instauré la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Une journée au cours de laquelle chacun est invité à exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est ce lien-là, c'est cet état, c'est cet achèvement de l'interaction sociale nécessaire à tout individu. Nous sommes d'accord que l'individu isolé ne saurait jamais exister. Ça ne peut exister que dans la tête de quelques illuminés. Il n'y a pas un individu unique au monde isolé de tout, puisque pour vivre, il faut la société, il faut vivre à l'intérieur de la société. C'est parce qu'il y a le jour qu'on apprécie la nuit. C'est parce qu'il y a le long qu'on apprécie le court. Donc s'il n'y a pas autrui, je ne saurais moi-même. Ce concept est de plus en plus difficile à mettre en pratique dans les rapports humains, notamment sur les lieux de travail. Cette situation est due, selon le professeur Dodi Amouzuvi, sociologue, à des problèmes d'ordre psychologique et social. La course au gain, la course à c'est moi qui suis. C'est moi qui existe et l'autre pas. La course à je dois tout faire pour être bien avec le chef. La course aux petites médisances. La course aux mensonges. La course aux jalousies. La course à tout ce qui est contre-valeur font que le vivre ensemble se fragilise. Je dois me poser la question, mais quel est le problème qui est entre moi et moi? Ça, c'est le premier niveau. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter autrui. C'est le premier niveau. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui. Première motivation, donc, il faut aller savoir quel type d'homme nous avons aujourd'hui. Dans quelle société nous vivons? Quel est le contexte social que le monde nous offre aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est quand même tout ce que chacun développe comme ego personnel, comme égoïsme, comme égocentrisme, je vais dire. Si chacun de nous voit midi à sa porte, si chacun de nous dit c'est moi et personne d'autre, si chacun de nous court seul vers le bonheur, il est évident qu'à la fin, personne n'y arrivera. Et pour surmonter cette barrière qui fragilise les rapports humains de la société et au sein des entreprises, il faut repenser l'éducation. C'est grâce à l'éducation que je me découvre moi-même. C'est grâce à l'éducation que je comprends que autrui est important à moi et que sans autrui, je ne suis rien. C'est grâce à l'éducation que la haine, la jalousie, la médisance, le mensonge, tout ce que nous venons de citer et qui sont de mauvais thés et qui sont de mauvais sentiments, de mauvaises valeurs, c'est grâce à l'éducation que nous essayons de les extirper, que nous essayons de les dompter, que nous essayons de les canaliser afin qu'elles ne viennent pas fragiliser le vivre ensemble. Donc l'éducation est à la base. Non seulement elle est à la base, mais elle est aussi transversale. Parce que c'est grâce à elle que nous charrions, que nous transmettons les valeurs de génération en génération. Pensons à nous d'accord, mais pensons aux autres d'abord. Le vivre ensemble est à ce prix.
Le Salon international du livre d'Abidjan ouvre ses portes dans la capitale économique ivoirienne sous le thème « Le livre ami de l'école » avec pour objectif d'inciter les populations à la lecture. Suivons ici un extrait des propos de certains participants à ce salon. L'édition africaine dans son ensemble se porte bien avec ses points forts et ses points faibles. Parlant de ses points forts, c'est le dynamisme, c'est la floraison de maisons d'édition, c'est le nombre d'écrivains. Donc c'est une chaîne du livre qui essaie de se battre pour vivre et aujourd'hui qui essaie de s'exporter. Les points faibles de l'édition africaine, on a parlé du lectorat. Nous avons le défi, le combat du lectorat que nous devons relever. La littérature française me passionne particulièrement parce qu'on y retrouve un style classique qui est sobre et très plaisant. Et dans la littérature française, notamment avec Victor Hugo et Charles Baudelaire, on retrouve ce style d'écriture-là qui fait à la fois sourire, mais qui passionne tant quand on lit que quand on regarde les ouvrages. Tout dépend de l'intérêt qu'on a pour le livre, si vous voulez. C'est cher par rapport à quoi? Cher dans l'absolu. Je dirais que l'œuvre de l'esprit n'a pas de prix. Donc, mais pour rester dans le concret, on ne peut pas dire que les livres, à qualité égale, les livres en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire surtout, ne sont pas chers. Les Burundais ont commencé à voter sur une vaste révision constitutionnelle destinée à renforcer le pouvoir du président Pierre Nkurunziza, 54 ans, et au pouvoir depuis 2005 et qui pourrait lui permettre de continuer à occuper ses fonctions jusqu'en 2034, confortant ainsi un pouvoir de plus en plus autocratique dénoncé par des ONG et membres de la société civile exilés. 4,8 millions d'électeurs sont attendus dans les 11 076 bureaux de vote, avec des opposants impuissants en exil pour la plupart sous la coupe d'un régime brutal. Pour les autres, il ne fait guère de doute que le test qui permettrait à M. Nkurunziza de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020 sera adopté. Gambie, plus de 50 migrants originaires du Ghana et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest auraient été exécutés sommairement par une unité paramilitaire contrôlée par l'ex-président gambien Yaya Jammeh. Les meurtres qui remontent à juillet 2005 visaient des migrants clandestins, 44 Ghanéens et plusieurs Nigérians, Sénégalais et Togolais arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Ils étaient alors soupçonnés d'être des mercenaires venus renverser M. Jammeh, selon un communiqué de Human Rights Watch et Trial International qui s'appuie sur les entretiens menés depuis 2 ans avec une trentaine d'anciens responsables de la sécurité gambienne. En l'espace d'une semaine, les Junglers, une unité officieuse de soldats choisis au sein de la garde républicaine, notamment chargée de la protection du président, ont exécuté sommairement 8 migrants près de la capitale Banjul et les autres le long de la frontière. L'ouverture d'une enquête par les autorités ghanéennes pourrait déboucher sur une demande d'extradition de Jammeh selon les 2 ONG. Jammeh et Yaya Jammeh, dont les 22 ans au pouvoir ont été marqués par de nombreuses violations des droits humains, a perdu l'élection présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Il a fini par quitter son pays en janvier 2017 pour la Guinée équatoriale à la suite d'une intervention militaire de la CEDEAO au terme d'une crise à rebondissement provoquée par son refus de céder le pouvoir. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne rencontrent leurs homologues des pays des Balkans occidentaux en vue de leur adhésion à l'Union dans une région de la Russie, tente également d'éteindre son influence. Ce jeudi, les dirigeants européens n'étaient que 27 en l'absence remarquée du Premier ministre
espagnol Mariano Rajoy, dont le pays ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Nous allons rencontrer nos partenaires des Balkans occidentaux collectivement pour la première fois depuis 15 ans à Sonlier mercredi, le président du Conseil européen. Donald Tusk, les Européens s'inquiètent aussi des tensions qui demeurent dans la région, comme celle entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo. Madame, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite en compagnie de nos programmes.